Bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par le CIVL. On se retrouve régulièrement pour échanger autour d'un thème d'actualité. Et ce soir, nous allons parler de transformation numérique des vignobles avec nos invités. Bien sûr, ce rendez-vous est interactif. Vous pourrez poser vos questions et elles nous seront retranscrites ici en direct et on y reviendra ensemble en fin d'émission. Avec nous donc pour échanger autour de la transformation numérique dans les vignobles, Marie Degnaud, bonjour. Bonsoir. Vous êtes experte numérique pour l'association régionale d'entreprises La Mêlée. Oui. Et vous avez une division qui s'occupe particulièrement des questions de food tech, c'est ça? Oui, de food tech et de wine tech. Alors oui, La Mêlée, c'est une association occitane qui est facilitatrice du numérique en Occitanie. On travaille sur différents sujets, tous les sujets transverses que le numérique connaît. On va du sport connecté à l'inclusion, en passant par la mixité pour la féminisation des femmes dans les filières numériques. Et donc, effectivement, la food tech aussi. Voilà, donc tout ce qui va être food tech, mais aussi wine tech. Et moi, je suis plus particulièrement experte sur cette partie vin. Eh ben, on va en parler justement avec vous. Célia Rica, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consultante pour l'entreprise de transformation numérique Eto et également administratrice de l'association WineTech. La WineTech, c'est une association nationale. Tout à fait, qui regroupe un cluster d'acteurs innovants qui vise justement à soutenir la filière dans ses initiatives technologiques, numériques, pour aller vers l'innovation et soutenir les défis d'aujourd'hui. Merci. Romain Girardot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable du MAS numérique, c'est écrit sur votre polo. Et donc, vous gérez un projet mécénal de l'Institut Agro qui mène une recherche pour l'utilisation des solutions numériques dans les vignes. C'est ça, oui. C'est un lieu ouvert en fait où on teste, on expérimente, où on construit autour du numérique en viticulture et en vinification. Il s'agit d'un véritable vignoble ? Oui, en effet. Donc le projet en fait s'appuie sur le domaine du Chapitre à Villeneuve-les-Maglones, donc un vignoble proche de Montpellier. Qui sert donc de terrain d'expérimentation. Charles Rivaud, vous êtes notre quatrième invité, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes dirigeant de la société Wineries et vous êtes également administrateur de l'association WineTech. Wineries, d'un mot, votre activité ? Alors on développe un logiciel de gestion commerciale pour les domaines viticoles, les négociants et les cavistes, avec pour mission de les aider à piloter leur activité au quotidien, le tout en mobilité et de manière connectée. Parfait. Alors on va pouvoir commencer avec vous, Célia Rica. De quoi parle-t-on exactement quand on parle de WineTech? Essayez de ne pas nous faire peur, s'il vous plaît. En fait, on ne réalise pas forcément, mais un vigneron, il innove sans arrêt. C'est-à-dire qu'il a une chance, une fois par an, de faire un produit. Donc, ce n'est pas comme un logiciel qu'on peut itérer plusieurs fois dans la même année. Lui, il a une seule chance. Donc, il est en recherche constante d'innovation pour améliorer son chai, le travail dans ses chais, dans ses vignes. Donc, à partir de là, la technologie, en fait, va lui apporter des solutions concrètes pour justement améliorer sa façon de produire, de distribuer, de conserver. De s'adapter à la demande du consommateur aujourd'hui. Donc c'est là que la technologie a un vrai impact significatif sur justement comment amener l'innovation de la vigne jusqu'au verre. Donc on l'a vraiment sur toute la chaîne de valeur, comme on dit, dans votre secteur. Charles Rivaud, par quel bout faut-il prendre la numérisation de cette chaîne de valeur précisément ? Alors, si je mets la casquette en tant que membre de la WineTech, on pourrait parler de l'ensemble de la chaîne de valeur, que ce soit de la production jusqu'à la commercialisation. On pourra revenir un petit peu plus en détail sur les différentes étapes et l'apport de la digitalisation et du numérique sur ces étapes-là. Si je mets ma casquette de CEO et de cofondateur de Wineries, nous on va s'intéresser à la donnée client. Alors, CEO, c'est dirigeant. Pardon, oui, tout à fait. On va s'intéresser à la donnée client et essayer de comprendre comment cette donnée-là peut nous aider à la fois à gagner du temps et en même temps à capitaliser sur ces données-là pour développer son chiffre d'affaires. Mais est-ce qu'il vaut mieux démarrer, disons, si on a une activité qui nous permet d'être un acteur global, c'est-à-dire qu'on est à la fois le vigneron, la personne qui fait la vinification et qui commercialise son vin, est-ce qu'il vaut mieux commencer par un bout de la chaîne que par l'autre? Ou est-ce qu'il faut faire une transformation globale? Je pense que ça va dépendre des priorités, forcément du vigneron. Un vigneron qui a plus de canaux de distribution à traiter, à ce moment-là, peut-être qu'il va devoir prioriser la gestion commerciale, parce qu'on se rend compte qu'en moyenne, ils ont 5 canaux de distribution et que tout ce qui est lié à la double saisie et à la partie collaborative et l'échange d'informations, ça peut être très chronophage. Maintenant, comme le disait Célia, sur la partie production aussi, on peut avoir
une innovation qui vient servir l'amélioration des produits et la traçabilité. Donc après, ça va vraiment dépendre des priorités du domaine. On va revenir un peu plus en détail sur ces modes d'organisation, et notamment avec vous, Marie. Je vais d'abord revenir avec vous, Romain, puisque vous nous avez parlé donc, de ce domaine expérimental à Villeneuve-les-Maglones. Qu'est-ce que vous y faites exactement? Oui, alors c'est même plus qu'un domaine expérimental, hein, c'est une vraie exploitation, voilà, qui a une routine. Et donc nous, on essaie de positionner en fait une solution sur l'itinéraire technique pour chaque opération du moment qu'il y a un intérêt pour le chef de culture. Donc on a 2 axes métiers principaux, c'est la gestion de la qualité des rendements et l'entretien et la protection du vignoble. Donc ensuite on va parler de beaucoup de choses, en fait, cartographie du rendement, stress hydrique de la vigne, autoguidage, voilà, on aura un spectre très large de solutions à tester. Alors, on a un spectre très large, vous avez donné comme ça déjà 3 ou 4 exemples, le traitement, éventuellement l'apport d'eau et autres. Est-ce que toutes ces solutions, puisqu'elles ont toutes un intérêt, il est bien facile de les mettre en œuvre de façon concomitante? Oui, enfin en tout cas on essaie d'avoir une certaine complémentarité avec ces solutions, d'accord. Concomitante, oui, après on verra qu'il y a des sujets d'interopérabilité qu'on essaye de tester, ou comment les solutions s'interfacent entre elles. L'interopérabilité, c'est-à-dire le fait que les logiciels puissent dialoguer entre eux, parce que ça c'est pas forcément évident. Exactement, c'est ça, dialoguer, s'interfacer, échanger des données, et s'assurer qu'il y a une utilisation qui soit assez fluide tout au long de l'itinéraire technique en fait pour le viticulteur. Alors Marie Degnaud, quand on entend parler Romain, on a l'impression d'entendre parler un informaticien, mais moi je fais du vin avant de faire de l'informatique. Donc comment est-ce qu'on peut rassurer le vigneron, le chef de cave ou la personne en charge de la commercialisation sur l'adoption de ces solutions numériques? En fait, ça revient un peu à la question que vous posiez à Charles. Ça dépend, on va dire, des priorités, des objectifs que se donne le vigneron en fonction effectivement du travail dans la vigne, du travail dans les chais ou dans la commercialisation. On sait bien qu'aujourd'hui, la commercialisation va être le plus gros, parce que vendre son vin, c'est quand même extrêmement important. Pour autant, voilà, le travail dans la vigne et dans le chai aussi ont beaucoup de valeur. Je crois qu'en fait, le digital aujourd'hui est un outil, c'est pas une fin en soi. Ça, il faut pas avoir peur du digital, hein, c'est vraiment juste un outil qu'il faut adopter. Et aujourd'hui, on fait des outils qui sont extrêmement faciles à adopter. Il y a beaucoup de technologies qui ont beaucoup vulgarisé leur façon, leur approche pour les vignerons. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle quand même pour nos amis vignerons. Et vraiment, je crois que le vigneron, alors après, vous avez le coopérateur qui va pas faire de vinification et pas de commercialisation. Vous avez effectivement un vigneron qui va avoir toute la chaîne de valeur à traiter. Je crois que vraiment, là, le digital, il faut que le vigneron se pose la question, où est-ce qu'il veut aller? Est-ce qu'effectivement, c'est faire du traitement parcellaire, voir où il y a des manquants? Est-ce qu'il peut augmenter son rendement dans la vigne? Est-ce qu'il peut gagner en confort? Est-ce qu'il peut gagner en traçabilité? Est-ce qu'il va vouloir augmenter, booster ses ventes? On veut toujours booster ses ventes. Hein. Je sais que là, je fais un peu une réponse un peu surfaite, mais en tout cas, je crois que chaque outil a sa spécificité. Effectivement, on a des outils qui peuvent communiquer entre eux, que ce soit de la vigne jusqu'au départ cave. Et en cela, voilà, le digital va pouvoir permettre ce genre de choses. Je reviens vers vous, Romain, pour avoir un exemple concret. Donnez-nous des exemples de solutions numériques qui ont fonctionné sur le domaine, et puis comment vous avez mesuré cette efficacité, puis au contraire, d'autres qui n'ont pas fonctionné, et pour quelles raisons est-ce que ça n'a pas marché? Oui, alors très compliqué de prendre un exemple précis, mais en effet, on a des solutions, notamment à base de capteurs, justement, qui vont être très très simples à construire, voire à auto-construire, qui vont facilement communiquer et répondre à des besoins très très simples. Donc ces solutions-là, donc capteurs IoT, capteurs connectés, sont très faciles à prendre en main. C'est l'Internet des objets. Hein. Ouais, voilà, exactement. Et après, on a des solutions un peu plus compliquées d'un point de vue techno, à base d'algorithmes ou d'IA, pour prendre
un mot un peu valise, où là en fait il va falloir beaucoup plus d'apprentissage et on est un peu moins confiant sur les résultats. Enfin, en tout cas, c'est en cours d'apprentissage, quoi. Il y a toujours un danger je m'adresse à tous, c'est que quand on voit une solution numérique, on se dit waouh, super, mais il y a un métier derrière. Et pour qu'une solution numérique elle fonctionne, il faut qu'elle s'adresse à un métier, que ce métier l'adopte. Comment est-ce que chacun des industriels que vous représentez ou même que vous êtes travaille-t-il en collaboration avec des vignerons pour vérifier du bon usage de la solution qu'ils défendent? Je peux apporter un premier élément de réponse, puis vous pourrez compléter. Voilà, le digital, c'est pas un gros mot, hein. Voilà, déjà, il faut commencer par ça. Et puis le digital, il y a des formations qui existent. Par exemple, moi, je sais qu'à la mêlée, même probablement au niveau de la WineTech, hein, je sais qu'il y a sûrement des acteurs. Mais il y a des actions qui sont menées aussi en région sur la transformation digitale par l'agence régionale ad hoc, par exemple. Je donne plein d'exemples comme ça. Mais les vignerons peuvent aujourd'hui vraiment être accompagnés sur l'adoption des solutions digitales. Donc, il ne faut pas qu'ils aient peur, il faut qu'ils soient curieux, qu'ils aient envie. Parce que, voilà, et c'est facile, en fait, c'est facile d'y accéder. Vraiment. À la base aussi, ce qui a été créé, les innovations qui ont été amenées aux vignerons sont bien sûr basées aussi sur une connaissance profonde des process qu'eux-mêmes font suivre chaque jour de leurs opérations. Donc c'est quand même quelque chose qui est voué à les aider, à améliorer. Enfin, c'est en général l'objectif de leur apporter ces technologies-là. Maintenant, c'est sûr que c'est un peu un travail des deux côtés. Il y a aussi un travail d'adaptation de la part du vigneron qui doit bien sûr, pour améliorer son process, le changer légèrement, s'adapter à la technologie qu'on lui amène pour, in fine, lui faciliter son travail. Ouais. Charles Rivaud, c'est vraiment au vigneron de s'adapter à la technologie? C'est pas plutôt à la technologie à être adaptée à la pratique du vigneron? Alors, pas du tout. Nous, on est vraiment parti. Alors, je parle pour mon cas d'usage, mais je pense que c'est quand même la majeure partie des cas. On est parti vraiment des besoins de nos vignerons. On a essayé de comprendre comment est-ce qu'ils travaillaient. On les a accompagnés au quotidien, du petit matin jusqu'à la fin de la journée, pour identifier quels sont les points de friction ou les axes d'amélioration qu'on pourrait avoir par rapport à l'organisation actuelle. On a évoqué plusieurs types de solutions avec à différents moments de la production du vin, même voire de la production de raisins. Est-ce qu'il y a une méthode qui existe pour calibrer ces besoins et fixer finalement une méthodologie pour réussir sa transformation numérique? Je peux, oui. Oui, c'est bien. Déjà, on en a parlé depuis tout à l'heure, on le mentionne plusieurs fois, c'est fixer ses priorités. Donc ça, c'est essentiel, c'est de connaître, c'est bien sûr de se connaître son domaine, ses défis en fait, c'est de savoir les prioriser. Quel est mon plus gros défi aujourd'hui? Est-ce que je veux faire des économies d'eau? Est-ce que je veux optimiser mon temps, mon coût de main d'œuvre, etc. Voilà, savoir quel est vraiment sa douleur, et à partir de là, fixer des objectifs mesurables. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment un point hyper important, c'est de pouvoir, ok, on part dans cette direction, on installe une nouvelle technologie, etc. Mais pourquoi est-ce que je le fais et qu'est-ce que je souhaite atteindre? Par exemple, moins 20% de consommation d'eau, je ne sais pas, je dis un exemple. Et à partir de là, c'est justement, il y a pléthore de solutions qui existent sur le marché, on le sait. Donc c'est pourquoi pas, on fait justement des tests d'itération, donc d'en tester plusieurs et voir laquelle correspond vraiment à mon besoin avant de me lancer dans un investissement et de tout mettre en place dans mon process, quoi. Romain Girardot, sur le domaine que vous aidez à exploiter, des solutions, vous en essayez plein. Il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas. Donc comment est-ce qu'on fait pour s'adapter? Oui, en effet. Alors, moi, je vais être un peu plus peut-être conservateur, mais je pense déjà, vraiment, c'est la techno qui doit s'adapter en effet aux besoins des vignerons. Vraiment, le MAS numérique est né justement pour créer ce lien entre le monde de la technique et la profession, où en fait ce sont deux mondes qui ne se parlaient pas forcément. Et je trouve qu'aujourd'hui encore on n'écoute pas assez vraiment les besoins métiers et les besoins des vignerons. Donc pour moi c'est vraiment l'accompagnement par exemple des fournisseurs de solutions techno qui vont conditionner l'adoption des outils, quoi. Et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec des conseillers intermédiaires déjà, on essaie de les former. Et en fait, on essaie de se mettre vraiment en dynamique d'amélioration continue avec les fournisseurs de techno pour qu'ils fassent évoluer leur outil en fonction du vigneron. Mais ce n'est pas le métier du vigneron, justement, d'utiliser ces technos à la base. Donc, voilà, il faut être
Il y a cette dimension donc d'évaluation et de promesse en fait de la technologie qui va nous permettre peut-être, dit-on ici, d'utiliser moins d'eau, peut-être moins d'engrais, avec plus de parcimonie à certains endroits, pas à d'autres. Est-ce qu'aujourd'hui vous arrivez à avoir des outils qui tiennent véritablement ces promesses avec des exemples concrets de promesses tenues? Bah, peut-être, et pour compléter ce que disait Marie, c'est que ces outils, c'est de l'aide à la décision. Donc en fait, on va prendre des décisions voilà, sur des données, sur des conclusions très rationnelles. Par exemple pilotage de l'irrigation, par exemple, où on peut se dire, en effet, on pilote l'irrigation ou on fait des traitements phytosanitaires sur la base peut-être d'habitudes, de croyances. Ou parce qu'en fait on a du mal à mesurer le risque, et pour ça ces technologies elles vont nous aider à dire là il y a tel risque de maladie, là il y a tel besoin en eau en fait, ou il n'y a pas de besoin d'irrigation alors qu'on pense que en effet la vigne souffre, et ça c'est des données très, très quantifiables que nous donnent ces technologies, et là ça fonctionne. Et sur le domaine sur lequel vous travaillez très précisément, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'une opération Oui, en effet. Par exemple, sur l'enherbement, on mesure, grâce à des capteurs de flux de sève, en fait, comment l'enherbement va mobiliser les ressources en eau qui n'iront pas à la vigne, quoi. Parce qu'on a de plus en plus comment dire, à partir de quel moment est-ce qu'il y a concurrence ou pas? Ouais, exactement, c'est ça. Entre une vigne enherbée et une vigne non enherbée. Voilà, donc là, c'est typiquement un cas d'utilisation de ces capteurs de flux de sève. Et donc vous avez pu mesurer que c'est en cours d'expérimentation. On est en année 1 sur 3. Je vais quand même réussir à lui tirer les verres du nez. Là, on a parlé donc de cette question de l'interopérabilité, donc de la capacité de logiciels à dialoguer entre eux pour que on puisse prendre des données d'un côté et puis éventuellement les traiter de l'autre. Ça, c'est un frein technique. Puis il y a aussi, donc, est-ce que vous avez, vous, Marie Degnaud, d'autres freins techniques que vous auriez éventuellement identifiés Alors, en fait, c'est une transition en fait, par rapport à tout ce qui a été dit là, jusqu'à présent. On parlait du digital au service des vignerons. Il y a quand même un cas actuellement et qui est quand même extrêmement d'actualité, c'est qu'aujourd'hui, on impose aux vignerons de l'étiquetage avec un QR code. Donc ça, par contre, les vignerons, ils ne le choisissent pas. Ils vont être obligés d'y faire face. Donc ça, là, pour le coup, c'est un contre-exemple où là, le vigneron va devoir s'adapter à la nouvelle norme européenne sur l'étiquetage. Donc, mais pour autant, on a des solutions qui, là, je vois rien que dans la wine tech, il y en a 3. Voilà, je ne vais pas les citer, mais en tout cas, voilà, elles sont facilement identifiables. Et pour le coup, ce sont quand même des solutions qui sont extrêmement accessibles et qui vont vraiment faciliter la vie aux vignerons. En 15 minutes, ils vont pouvoir avoir les résultats de leur labo, des analyses nutritionnelles. Ils vont les saisir, ça va générer automatiquement un QR code qu'ils vont pouvoir transmettre à leur imprimeur. Enfin, je fais un raccourci, mais je ne suis pas loin de la vérité. Ça va être extrêmement simple. Donc, pour autant, voilà, le monde aussi va nous imposer de plus en plus de numérisation. Et ça, en fait, il faut aussi en avoir conscience. C'est que même à l'horizon 2027, tous les éléments de consommation vont de plus en plus être numérisés. On va avoir des QR codes qui vont apparaître sur les vêtements. On va avoir même des codes barres qui vont passer dans les supermarchés, qui vont être intégrés dans les QR codes. Donc il faut savoir que la numérisation, en fait, c'est un chemin qu'on doit tous prendre. Alors autant pas ne l'imposer complètement, mais à un moment donné, ça va s'imposer. Donc, Charles. Je rebondirai juste sur ce que vous dites. Moi, j'aurais pris le problème à l'envers et j'aurais dit que c'est un nouveau besoin en fait qui a émergé. Et donc du coup, ça c'est de la responsabilité des fournisseurs de solutions, tels que nous par exemple, au fur et à mesure de l'itération, d'anticiper les nouveaux besoins et d'être capable justement de proposer des réponses, si possible avec un peu d'anticipation pour favoriser l'adoption. Et le plus simple possible aussi. Et le plus, ouais, tout à fait. Donc on sauf utilise que là, la il y a digitalisation. une date butoir sur les millésimes et qu'il va falloir sortir ces fameux QR codes et qu'il n'y a pas le choix. Donc puisqu'on n'a pas le choix, il va falloir choisir une solution. Comment est-ce qu'on peut tester ou pas d'ailleurs ces solutions pour savoir si elles sont réellement adaptées à nos besoins, parce qu'on est sur des offres qui sont très concurrentielles, toutes avec une promesse qui semble en tout cas intéressante et répondre à notre besoin. Comment on peut savoir quelle solution est la plus adaptée à notre besoin? Puis enfin, la question du coût, parce que c'est toujours un investissement, et quand bien même il est obligatoire, il faut mieux pas se tromper. Moi je repartirais toujours de la base du besoin.
Est-ce qu'on a les mêmes besoins si on a 10 hectares en biodynamie ou si on a 50 hectares avec une vision plutôt internationale ou même par rapport à la production, hein, bien entendu. On peut avoir une vision en biodynamie internationale. On peut avoir, tout à fait, tout à fait. Et puis la deuxième chose, c'est regarder la proposition de valeur globale. C'est-à-dire qu'effectivement, si on s'arrête juste à un prix, je crois que moi, personnellement, les plus mauvaises décisions que j'ai prises sur l'acquisition d'une solution ou d'un objet ou quelque chose, c'est de mettre uniquement référé au prix. Aujourd'hui, il y a énormément de dispositifs pour accompagner justement les vignerons dans cette transition digitale. Je crois que dans le Languedoc, il y a aussi pas mal d'enveloppes dédiées à ça. Et je pense que la réflexion, elle doit être un peu plus profonde. C'est effectivement quelle solution, avec quel accompagnement, puisqu'on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire les moyens humains mis à disposition, peut-être la documentation, parce que on aime bien aussi que nos utilisateurs se forment par eux-mêmes et prennent et adoptent vraiment l'outil d'eux-mêmes. Ça nous donne des meilleurs retours après pour améliorer. Et puis après, effectivement, faire un point global sur le retour sur investissement, que ce soit en temps, en argent, en gain de visibilité, enfin en tout cas sur les mesurables qu'on souhaite quantifier. Marie Degnaud, vous vouliez ajouter? Oui, alors pour répondre à la question très pragmatique, Guillaume, que vous avez posée, on a des événements, alors je vais en profiter puisque c'est aussi le CIVL qui est co-organisateur. On a l'événement Wine Connect qui sera mardi prochain. Et là où justement les vignerons... Rappelez-nous le lieu. Alors, qui se passe à Viavino, à Entrevignes, Saint-Christol. Voilà, exactement. Et ça répond tout à fait à votre question dans la mesure où on aura beaucoup d'entreprises de la WineTech, mais pas que. On aura aussi d'autres fournisseurs de solutions d'un autre partenaire qui s'appelle Vinceo. Donc, on a vraiment réuni là tous les acteurs de la filière numérique spécifiques sur ces problématiques dans la vigne, dans le chai et dans la commercialisation. Et moi, franchement, j'invite les vignerons à venir rencontrer ces offreurs de solutions parce qu'ils vont pouvoir en parler concrètement. Ils vont pouvoir, on va avoir des témoignages de vignerons avec qui ils vont pouvoir aussi échanger, notamment Elisabeth Poux. Vous parliez d'Elisabeth Poux. C'est un exemple. Hein. Mais en fait, qui est-elle, pardon parce que... Alors, c'est une vigneronne. Alors, Charles pourra en parler, mais c'est une vigneronne qui était le domaine de Pêche-Ménel. Et qui est adoptrice de solutions et qui va pouvoir témoigner que ça lui a vraiment facilité la vie. Voilà. Après, je ne vais pas trop faire de publicité, mais on n'est pas là pour ça. Mais c'était pour vous dire qu'en fait, cet événement-là va permettre aux vignerons de venir voir ce qui se passe, de voir justement les solutions qui sont proposées, les tarifs, les besoins, de pouvoir commencer à faire émerger. Voilà. Très bien. Romain Girardot, le bon investissement dans un outil numérique, est-ce qu'il se mesure uniquement en retour sur investissement, précisément en argent sonnant et trébuchant, j'allais dire? Non, je dirais non, même pas du tout. Et c'est vrai que nous, on se concentre beaucoup sur des gains apportés en termes de confort de travail, notamment. Peut-être gain de temps, gain de productivité. Et, par exemple, on travaille sur l'autoguidage en vigne, sur des opérations très précises comme le désherbage mécanique intercept, qui demandent beaucoup de concentration. Et on regarde comment ces technologies en fait, permettent d'améliorer les conditions de travail des viticulteurs. Et c'est sur ces points-là aussi que les technologies peuvent apporter beaucoup, en fait. Réassurance, mesure du risque, gain de confort au travail. Il y a une petite... Je vais juste rajouter, parce que ça me fait penser à Christophe Clippet, qui nous avait présenté la cave du domaine du chapitre. Et c'est un très bon exemple parce que lui, il était heureux comme tout parce que vous avez des cuves connectées. On a une cuve connectée, oui. Et pendant la processus de vinification, il me dit je ne suis plus en train de dormir au pied de la cuve, je suis enfin chez moi et j'ai des alertes sur mon portable si jamais il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, etc. De la même manière pour le pressoir qui est aussi digitalisé, enfin qui a une solution numérique, où en fait ils peuvent... en fonction du taux dans les raisins, du taux de sucre ou du jus qui est rendu, en fait, ils peuvent ajuster la presse et ça permet de sortir le jus attendu. Enfin, je fais un raccourci. Mais c'est ça. En gros, c'est un peu ce que j'ai compris. Et voilà, on peut paramétrer un programme sur le pressoir et surtout, ça permet de paralléliser des opérations en cave. Ça permet d'aller boire un café aussi en attendant que le pressoir tourne et on est alerté quand ça voilà, et Christophe Clippet avait le sourire comme ça parce qu'il trouvait que c'était quand même extrêmement confortable. Donc c'est du temps de cerveau disponible qui est rendu aux vignerons ou aux chefs de cave. Temps de cerveau ou confort aussi. Oui. Voilà, oui, j'imagine que aussi la donnée derrière, elle sert aussi à améliorer ses recettes.
puisque comme on mesure mieux, on est peut-être un peu plus précis. Oui, en effet. Il y a quand même régulièrement une dimension, enfin, même si on a la priorité première du retour sur investissement et plutôt le gain de temps, le confort, etc., il y a aussi cette notion qu'on va pouvoir faire peut-être des économies quelque part, pouvoir être plus efficace, plus précis, meilleure qualité, etc. Donc il y a quand même toujours ce fonds de retour sur investissement finalement qui revient et c'est important quand même de le garder en tête quand on fait ce type d'investissement, de savoir qu'il y a quand même un vrai retour. Merci. On va demander à nos internautes, s'ils le souhaitent, de commencer à nous poser des questions. Elles vont nous arriver en direct. Allez-y, n'hésitez pas. Nos invités sont là pour y répondre. Marie, est-ce qu'il faut créer d'abord un site internet pour diversifier ces canaux de vente ou bien mieux analyser son fichier client, puisque vous, votre spécialité, c'est plutôt la partie commercialisation, dirons-nous? Oui, communication, marketing. Alors, la bonne nouvelle, c'est quand même on a plus de 80% des vignerons qui ont un site internet. Donc, j'ai envie de dire, ça c'est fait. Voilà, il y en a encore quelques-uns qui ont besoin d'en avoir un, mais globalement... Et il y en a qui n'en ont pas parce qu'ils n'en ont pas besoin. Ils sont rares, mais il y en a. Oui, bah, voilà, après, effectivement. Donc, ça, c'est quand même une plutôt bonne nouvelle. Donc, non, pas besoin. Mais par contre, oui, de l'analyse de données de sa fiche client pour avoir... fondamentalement, quand on fait de l'export ou quand on a différentes cibles en CHR, donc... oui, c'est extrêmement important d'avoir cette analyse et de dire comment je communique et à qui et pourquoi et qu'est-ce que je veux, quelle est mon intention. Donc, les canaux de diffusion, je veux dire, voilà, site internet, c'est fait. Après, on a la moitié qui ont un site e-commerce. Donc, c'est quand même plutôt aussi une bonne nouvelle. Bon, enfin, ça veut dire qu'il y a quand même du chemin à parcourir. Et là, vous parlez au niveau national ou au niveau de au niveau national. Hein, ce sont des indicateurs au niveau... Alors, il peut y avoir des disparités entre régions. Hein, mais là, globalement, c'est des chiffres qui sont faits par 20 et sociétés que vous connaissez bien, sûrement. Donc, j'invente rien. Hein, j'ai repris leurs chiffres. Donc, la moitié ont à peu près un site e-commerce. Donc, ça veut dire qu'il y a encore du chemin à parcourir. Et puis, il faut savoir qu'en communication, ils ont tous au moins déjà utilisé un réseau social. Comme voilà, le premier, c'est Facebook. Parce que, voilà, on a beaucoup tendance, c'est Instagram, TikTok, etc. Mais il faut savoir que les vignerons sont beaucoup sur Facebook. Donc, c'est un réseau social important. Donc, je dirais que la stratégie, il faut qu'elle soit vraiment définie en fonction, encore une fois, en fonction de ses priorités. Est-ce que je veux m'exporter? Est-ce que je veux faire de la vente directe au caveau? Parce que ça aussi, c'est important. Donc là, on va plutôt partir sur du storytelling, on va partir sur de l'onotourisme, pourquoi pas. Donc, il y a vraiment des stratégies à adopter en fonction de ces objectifs. Merci. On a parlé tout à l'heure d'exemples donc de numérisation à la cave. Donc, on a le pressoir, les cuves connectées, mais qu'est-ce qu'on a d'autre comme solution simple qu'on peut adopter à la cave? Je m'adresse un peu à tous les quatre. Pour gérer les stocks. Par exemple, notamment, alors on sait qu'il y a un certain nombre de contraintes réglementaires, notamment en fin de mois, ou plutôt début de mois, pour la partie vigneron. Et on sait que cette gestion des stocks, notamment avec une commercialisation qui a de plus en plus de canaux différents, si on parle du caveau, si on parle du site internet, si on parle des agents commerciaux, si on parle des salons, etc. Et en fait, cette gestion des stocks, elle devient de plus en plus complexe et chronophage parce que on finit par avoir des petits bouts de papier pour savoir combien est-ce qu'on a vendu aujourd'hui au caveau, combien est-ce qu'on a vendu en ligne. Et ça, c'est de la perte de temps. Donc là aussi, on peut aussi gagner du temps sur cette partie-là. L'autre... Vas-y. On a aussi, ça me fait penser justement à l'un de nos membres qui a gagné d'ailleurs un trophée de l'innovation là, assez récemment, qui justement, lui, dans la cave, ils sont vraiment en amont. En amont, ils viennent ils mettent un espèce de capteur en fait dans les cuves qui leur permet de faire des analyses en fait en temps réel, ce qui évite en fait tout ce temps passé avec les échantillons qu'on envoie au laboratoire, d'attendre des retours d'analyse, etc. C'est super intéressant et ils sont en train de le développer là vraiment concrètement pour les vignerons, donc c'est hyper intéressant. Ça permet de se passer au moins partiellement d'un intermédiaire. D'éviter tout ce... Oui, alors après, je ne sais pas à quel degré les résultats sont... est-ce qu'il ne faut pas le faire une fois de temps en temps quand même en laboratoire, mais en tout cas, ça leur permet d'avoir un suivi vraiment très précis de leurs analyses en temps réel, quoi. Donc, c'est très intéressant. On a une première question qui nous arrive. On nous demande si on a aujourd'hui des solutions
d'intelligence artificielle adaptée à la vigne qui se font jour, et j'entends efficace. Alors, intelligence artificielle, c'est un peu le mot à la mode, vous disiez tout à l'heure, c'est un peu la tarte à la crème. Néanmoins, est-ce qu'on peut vraiment parler d'intelligence artificielle aujourd'hui sur des logiciels adoptables? Je vous écoute. Oui, bien sûr. Après, nous, à notre échelle, on s'appuie sur des outils déjà existants. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intelligence artificielle, elle fait de sens que si on a des bonnes données. C'est qu'est-ce qu'on met à l'entrée pour ensuite en sortir des résultats. Mais après, il y avait un certain nombre de fonctionnalités sur lesquelles on peut trouver des solutions d'intelligence artificielle. On peut être sur la commercialisation, on peut être sur la surveillance des vignes. C'était voilà. À la vigne, là, la question, c'est ça? Non, c'était partout. Tout confondu, mais allez-y, si vous avez une solution à la vigne, je vous écoute. À la vigne, on peut penser à Chouette, qui est membre aussi de la WineTech, qui fait de la surveillance de vigne et qui permet d'identifier un certain nombre de tendances, ou je crois des maladies aussi. Oui, c'est ça, c'était exactement ça que j'avais en tête. Oui, il fait des cartographies. Oui, en fait, on a Chouette ou d'autres fournisseurs de services qui émergent aujourd'hui, qui vont être positionnés sur la reconnaissance et l'analyse d'images. Donc c'est là où il y a les cas les plus concrets en intelligence artificielle et intéressants. Et ils vont être sur l'estimation du rendement, la détection de maladies, idiome pour le plus simple. C'est embarqué en effet sur tracteurs ou quad, véhicules légers. Oui. Et puis détection de composantes de vignobles, donc d'épis improductifs manquants, etc. Donc là ça devient assez intéressant. On peut coupler ça avec d'autres opérations aussi, ce qui permet de gagner du temps. Donc ça sont typiquement des solutions à tester. Ouais. Merci. Est-ce qu'on a une autre question de la part de nos internautes? Oui. Quelles sont les solutions concernant les QR codes? Marie, vous en parliez tout à l'heure. Je voulais pas faire publicité, alors c'est dommage. Alors, parmi les solutions qu'il y aura en tout cas, parce que moi je suis, alors du coup je vais pas faire un listing exhaustif, parce que, mais en tout cas sur les solutions qu'il y aura sur le Wine Connect la semaine prochaine, nous avons dans ma bouteille, nous avons Connect 41 et le dernier c'est 20.co, je crois. Et Wineries. Et Wineries, et ben voilà, quelle bonne surprise. Donc voilà, donc il y en a beaucoup, et voilà, il faut qu'ils viennent voir. Et justement, chacun a son petit complément d'offre qui va s'adapter vraiment en fonction du besoin du vigneron. Donc c'est intéressant de voir un peu précisément, en quoi est-ce que ces solutions se distinguent, puisque notre auditeur, notre internaute nous posait une question sur l'offre existante. Peut-être que oui. Alors allez-y, Charles, en quoi est-ce que les différentes solutions se distinguent? Et je vous demande pas si la vôtre est la meilleure, c'est pas la... Non, et je veux pas les mettre dans une boîte non plus. Elles ont des spécificités par rapport au segment de marché qu'elles visent. Une solution comme Vin.co, je pense, est plus adaptée à des caves coopératives et à des producteurs ou des négociants qui ont des très gros volumes de produits. La nôtre, comme elle est intégrée avec la gestion des stocks et un certain nombre de fonctionnalités, la vente en ligne, etc., sera plutôt adaptée à des domaines familiaux. Voilà. Mais après, ça dépend du contexte et des besoins, encore une fois, de l'utilisateur. Merci. Est-ce qu'on a une autre question? Question de Jean-Luc. Je suis vigneron, vos propositions sont intéressantes, mais est-ce que ce n'est pas chronophage? Est-ce qu'il faut savoir perdre du temps pour ensuite en gagner? C'est exactement ça. Je t'en prie. Non, vas-y. Oui, bien sûr, bien évidemment. C'est ça l'investissement aussi. C'est pareil, de la même manière que l'argent, des fois il faut savoir en dépenser pour en gagner un peu plus. Et le temps c'est pareil, il faut savoir en dépenser un petit peu pour en gagner beaucoup. Et c'est ça le principe, vraiment. On en gagne vraiment par expérience? En fait, la question de Jean-Luc, elle est symptomatique. Aujourd'hui, l'enjeu, il est là. C'est est-ce que je vais perdre du temps, gagner du temps en utilisant des technologies? On parle à des viticulteurs qui doivent sortir un peu de la vigne pour passer plus de temps au bureau. Donc c'est là où les solutions, elles doivent être ergonomiques, elles doivent éviter des doubles saisies d'informations, d'interventions techniques, de parcellaires, etc. Et c'est là aux entreprises de vraiment faciliter cette tâche et s'interfacer le plus possible. Oui, de faciliter la compréhension déjà de l'offre, de tout ce qu'il y a sur le marché. Il y a une multitude de choses sur le marché. C'est vrai que l'écosystème est quand même assez complexe. Il y a beaucoup de technologies pour beaucoup de problématiques différentes. Il y a plusieurs solutions. C'est sûr qu'il y a la plus simple, c'est de s'informer soi-même en fonction de son problème. Après, maintenant, on est confronté à plein de solutions, donc on ne sait pas forcément vers quoi s'orienter. C'est pour ça qu'il y a justement des initiatives qui nous accompagnent, comme on en parlait tout à l'heure, Marie, mais il y a aussi des experts qui sont spécialisés
spécialisés qui peuvent conseiller justement, c'est quoi votre problème, voilà, ça existe. Ça fait gagner quand même un temps fou aujourd'hui. On n'est pas non plus lâché tout seul dans la nature, j'espère pas en tout cas. Et si c'est le ressenti, c'est à nous de continuer à justement leur amener l'information à eux directement. Alors justement, j'en profite parce qu'on a évoqué ça tout à l'heure et du coup je voulais apporter une complémentarité sur la réponse. Aujourd'hui, il y a des dispositifs d'accompagnement financier et pas que financier de la région, notamment ici en Languedoc, en Occitanie, pardon. Sur l'accompagnement à la transition justement digitale, c'est géré par l'agence régionale ADOC. Et effectivement, on va dire aux vignerons de quoi vous avez besoin. On va les aider en fait vraiment dans leur transformation. En disant c'est quoi leur objectif, comment on vous accompagne. On va faire un plan à 3 ans, par exemple, en fonction pour analyser les besoins. Et puis il y a l'accompagnement financier parce qu'il y a aussi des subventions qui vont être là pour financer. Donc voilà, et c'est pareil là sur Wine Connect, vous aurez ADOC qui va pouvoir répondre à toutes ces questions. Il ne faut pas hésiter en plus parce que quand on entend des subventions, des accompagnements sur 3 ans, on pense tout de suite à des projets d'automatisation de la process complet de vinification. On parle pas forcément de des projets à 1 million d'euros. Exactement. Non, ça peut être une toute petite intégration d'un produit, d'un outil pour votre objectif. Ça peut vraiment être mis à différentes échelles. Et c'est là qu'il ne faut pas avoir peur justement de se tourner vers ce genre de solution. Puis ça peut correspondre à tous les types de besoins. Par exemple, là, justement sur la partie commercialisation, ça peut être faire un site internet, faire un site e-commerce, ça peut être adopter une solution de gestion logicielle. On n'est pas obligé d'aller sur la techno dans les vignes. Ça couvre un spectre assez large de la chaîne de valeur, justement. Donc, je crois qu'il ne faut pas hésiter. Et je vais juste un petit complément sur l'intelligence artificielle, qui aujourd'hui, quand même, et notamment l'intelligence artificielle générative, OpenAI, ChatGPT ou bien Mistral, quand même, qui est notre fleuron, va pouvoir faire gagner du temps et monter en compétence les vignerons. Alors, je m'explique juste très, très brièvement. Je citais un exemple tout à l'heure. Un vigneron n'est pas forcément un communicant. Aujourd'hui, ChatGPT va pouvoir l'aider à rédiger des posts sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, sur LinkedIn, voilà, ça va être un vrai compagnon et qui va justement, au lieu de passer des fois 1 heure à se prendre la tête pour dire comment je le tourne, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je peux mettre comme image, etc. En fait, ChatGPT, en l'espace de 2 minutes, va lui dire exactement ce qu'il faut faire. Et puis, par exemple, pour ce genre de questions, justement, quelle solution répond à mon besoin ? Aujourd'hui, on a quand même, c'est quand même mieux, c'est beaucoup mieux qu'un accompagnement Google où on va taper j'ai besoin de ça. On peut poser des questions bien plus poussées sur ce type d'intelligence artificielle qui sont facilement accessibles et avoir tout de suite déjà un panorama de ce qui peut exister en solution et vers quoi est-ce que je dois me tourner par rapport à mon problème à moi. C'est quand même beaucoup plus adapté et accompagnant que par rapport à une recherche Google simple. Donc l'IA peut déjà aider dans ce sens-là aussi, sans faire appel à un expert. Juste pour conclure sur la partie chronophage, c'est que pour avoir les bons résultats, il va falloir poser les bonnes questions. Ah oui. Et en fait, comme on disait tout à l'heure, il y a un peu d'investissement à faire au démarrage pour comprendre qu'est-ce qu'on attend de cette solution-là pour qu'elle nous soit bénéfique et qu'on gagne du temps. Merci. Est-ce qu'on a une autre question ? Je veux monter un site e-commerce. Quelles sont les solutions ? Bam ! Alors là, il y en a tellement de solutions. C'est multiple. Je peux même pas en donner une comme ça parce que ça serait trop orienté et pas neutre de ma part. Donc il y a tellement de... Il y a des e-commerce qui sont connectés avec des logistiques. Il y a tellement de choses, donc je suis désolée, je ne sais pas comment s'appelle. Sophie, je suis désolée Sophie. Je vais faire un peu une réponse de Normande, mais voilà, il faut s'intéresser. Et puis, Sophie, vous êtes la bienvenue sur Wine Connect parce qu'il y aura aussi des offres de solutions. Donc voilà, mais je ne peux pas répondre précisément. Merci. Est-ce qu'on a une autre question ? Est-ce que Charles peut nous donner un exemple de retour sur investissement sur une problématique rencontrée par l'un de ses clients qui a adopté sa solution sur la partie commerciale ? La premier cas d'exemple, premier cas d'usage, ça va être la collecte des données. Sur des salons ou au caveau, on a développé un QR code qui permet, en étant scanné en quelques secondes, de récupérer les données des prospects ou des clients et de les renseigner directement dans son logiciel de gestion commerciale. On a vu qu'un client qui déployait notre solution, dans l'année, s'il respecte une certaine méthodologie ou en tout cas que le guide d'utilisation, on a constaté une augmentation de plus 60% de ce portefeuille de prospects ou de clients
bien renseignés. Et ça, derrière, c'est des gens sur qui on a une traçabilité, sur les historiques de commandes, sur les types de produits goûtés, etc. Et qui nous permet de revenir sur des offres personnalisées pour soit les convertir en clients, soit les fidéliser. Merci pour cet exemple très concret. On a le temps pour une dernière question, sans doute. Où sont les besoins en prédiction ou, posé autrement, les masses de données disponibles? Quels seraient les axes de machine? Ouh là là, attention, là, on me parle chinois, moi. Machine learning. Alors, on nous parle de modélisation prédictive prioritaire. Donc, le machine learning, c'est un petit peu la génération avant l'intelligence artificielle. Allez-y peut-être sur ce point, Romain. Peut-être ce qui est intéressant, c'est sur la prédiction du risque maladie. En effet, il y a des solutions aujourd'hui qui permettent de prédire ce risque en amont de la saison et d'adapter son plan de traitement en fonction, d'agir sur des foyers infectieux en fait, bien en amont de la saison. Et c'est là où on a un cas concret très intéressant parce que ça se base en fait sur les données d'intervention, les produits utilisés, la sensibilité de la parcelle, les conditions météo, enfin des données assez simples à trouver entre guillemets. Et derrière, avec la moulinette, ça nous sort quand même une prédiction du risque qui peut être intéressante pour un vigneron. Ouais. Et puis je renvoie à notre précédent webinaire qui était dédié à la flavescence dorée sur ce sujet. Oui, pardon, Célia. Et bien justement, là on est en amont, mais sur la Val, il y a aussi cette prédiction de... c'est parce que je pense à un membre justement qui a pareil, de la WineTech qui a sorti une technologie basée sur l'IA, encore une fois, mais donc du coup sur les données et qui du coup permet de ressortir... Enfin, il mouline des milliers de commentaires de dégustation de vin pour ressortir justement une prédiction des goûts. Il a la possibilité d'aller jusqu'à modéliser en fait le ressenti par les consommateurs de ce vin très visuellement via une cartographie, etc., qui est très intéressante justement pour aller jusqu'à prédire quelles sont les tendances de consommation bien sûr et vers quoi tend notre vin en termes de réception par les consommateurs. Merci. Perception. Perception. Voilà, c'est ça. Allez, s'il y a une dernière question, on peut la prendre. Pas d'autres questions. Et nous n'en avons pas d'autres, me dit-on, en studio. Donc, bien, merci à tous les quatre. Merci Marie Degnaud pour la mêlée. Merci Célia Rica pour Eto et la WineTech. Merci également Charles Rivaud donc, pour Wineries et la WineTech. Et merci également à vous, Romain Girardot, donc, pour le MAS numérique. Avec merci plaisir. À tous les quatre. Merci d'avoir suivi ce webinaire dédié donc à la transformation numérique dans les vignobles. On se retrouve très bientôt pour un prochain webinaire du CIVL. Bonne soirée. Merci.